Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom. Aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Averti, bonjour madame. Bonjour. Et de Dominique Protin, bonjour monsieur. Bonjour. Dominique Protin, vous êtes le père de l'adjudant Alexandre Protin, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019 dans le cadre de l'opération Barkhane. Isabelle Averti, vous êtes correspondante de presse. Vous signez tous les deux cet ouvrage, Un soir en Afrique, publié chez Confident avec un K, ouvrage d'ailleurs préfacé par le président de la République et le colonel Nicolas de Chilly du 4e régiment de chasseurs de Gap. Est-ce que, Isabelle Averti, vous pouvez nous expliquer la genèse de cet ouvrage qui raconte le témoignage, c'est un témoignage de Dominique Protin qui commence à partir de l'annonce de la mort d'Alexandre et les semaines et les mois qui vont suivre. J'ai rencontré Dominique lors de commémorations à Blain, où on habite tous les deux. Et j'avais appris par les anciens combattants qui seraient là, et je ne le connaissais pas. Et j'ai demandé qui était ce monsieur, et on m'a expliqué qu'il avait perdu son fils dans le crash des hélicoptères au Mali. Donc, quand il est arrivé au cimetière, je me suis présentée à lui. Je lui ai dit que j'aimerais bien faire un article sur son histoire. Il n'était pas très enthousiaste au départ. Et je lui ai laissé ma carte. Il m'a rappelé quelques jours après. Donc, nous avons fait l'article. Et l'article a été diffusé sur toute la France. Et un éditeur parisien, les éditions Confident, nous ont contactés pour nous proposer de faire un livre sur l'histoire de Dominique. D'accord. Alors, votre ouvrage à vous deux commence ainsi. C'est vous le racontez. 3 militaires du 4e régiment de chasseurs font éruption chez vous, Dominique Protin, le 26 novembre 2019 à Aix-en-Provence et vous annonce ceci. Monsieur Protin, il y a eu un accident hier soir au Mali, un crash d'hélicoptère, il y a 13 victimes. Alexandre en fait partie. Comment avez-vous reçu cette annonce ? Comme un violent coup de poing, en pleine figure, en plein cœur. D'abord, je me préparais pour aller au travail, ils ont sonné à ma porte et comme j'habitais au 7e à cette époque-là, ils se sont présentés à 6h30, en me disant « Monsieur Protin, 4e régiment de chasseurs ». Donc de suite, je me suis dit « Il s'est passé quelque chose ». Mais je pensais à un accident. Je n'ai pas pensé le temps que je retrouve mes esprits, que j'ouvre la porte, tout ça, ils étaient en face de moi et voilà, ils m'ont dit cette phrase, quoi. Vous avez eu au début beaucoup de mal à envisager le pire. Oui, je leur ai fait répéter. Déjà, j'ai eu un moment, un malaise, tout ça, je me suis écroulé dans mon canapé et après j'ai repris mes esprits et je leur ai posé la question, je vous dis bien 200 fois, non, il est blessé, non, c'est pas vrai. Et on me disait toujours avec cette voix sereine en me disant non, monsieur Protin, nous sommes désolés, Alexandre est décédé. Est-ce que vous pouvez revenir, nous expliquer les conditions dans lesquelles Alexandre et ses 12 frères d'armes ont perdu la vie ? Oui, c'était le 25 novembre 2019, à la tombée de la nuit, où ils sont partis précipitamment sur une mission, où étaient engagés 5 hélicoptères. Donc ils avaient l'habitude de faire tout ça et ils partaient pour aller aider des soldats qui étaient pris sous le feu ennemi au sol, pour aller les élitreiller, pour les aider. Et voilà, il y a eu tout un tas d'incidents, 19, comme dit le rapport d'enquête, 19 petits incidents qui ont fait que les 2 hélicoptères se sont rentrés dedans, sont rentrés en collision et ont explosé en plein vol. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la mort, que cet accident aurait pu être évité par l'armée française ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Est-ce que vous les connaissez, ces erreurs ? Oui, elles sont dans le rapport d'enquête, oui. Quelles sont-elles ? Je les ai nommées dans le livre. Il y en a 19 que le bureau d'enquête a relevé. Il y a 19 petites concordances qui ont fait que c'est amené au crash. Mais c'est surtout des erreurs matérielles, des erreurs de radio, des erreurs de fréquence, pas d'erreurs humaines. Pas d'erreurs humaines. C'est des erreurs de terrain qui devaient se passer
Voilà, et ce qui est plus difficile, c'est quand on vous dit à la fin de l'enquête qu'à 3 ou 4 secondes près, il se passait en dessous ou au-dessus, mais ce ne serait pas télescopé, quoi. Le 28 novembre, quelques jours après la mort d'Alexandre, l'État islamique et le groupe État islamique affirment être à l'origine du crash des 2 hélicoptères. Comment vont réagir les autorités militaires? Elles vont tout de suite démentir. Et c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Mais bon, ça c'est la méthode de l'État islamique. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils revendiquent. Isabelle Averti, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette annonce de l'État islamique? Bon, c'est ce que Dominique dit, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose... Ils font leur propagande, oui, leur publicité. Tout à fait, tout à fait. Ils n'étaient absolument pas à l'origine du crash. Non. Parce que, en fait, Alexandre et ses frères d'armes sont partis en mission en sachant qu'il y avait des individus susceptibles d'appartenir à un groupe terroriste. Oui, il les suivait, il les poursuivait depuis quelques jours, il les avait bien... Voilà, mais ils étaient en train de mettre en difficulté une armée au sol, quoi. Et eux étaient appelés pour aider leurs frères d'armes qui étaient au sol, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours militaire de votre fils Alexandre? Oui, c'est très particulier. Alexandre s'était dirigé, avait fait un BTS de paysagiste, avait trouvé un emploi et bon, ça devait certainement mûrir depuis longtemps, mais il n'en parlait pas. Et un jour, il m'appelle en me disant Papa, j'en ai marre de travailler pour un patron qui me donne des ordres, je m'engage. Donc, vous voyez, j'en ai encore le sourire. Je dis oula. J'ai dit oui. De toute façon, il avait pris sa décision, il avait fait toutes les démarches, il était accepté et tout. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y gamin, des ordres et des contre-ordres, tu vas en avoir à l'armée. Puis je lui ai pas dit comme ça, puis je me suis dit, fais 1 mois, après on verra. Et puis Alexandre n'a pas fait 1 mois, il a fait 10 ans. Et il a choisi les chasseurs alpins. Oui. Pourquoi ce choix? Parce qu'il aimait la montagne. Et voilà, il avait dû se renseigner bien longtemps avant, machin, étudier le poste qu'il pourrait avoir, voilà. Et oui, il aimait la montagne, il aimait. Comment est-il arrivé au grade de maréchal des logis chef? C'est le chef de l'État qui, après le décès, l'a monté comme tous, adjudant. Oui, ils montent tous d'un grade. Alexandre, à sa force, à son courage, à son humilité, à sa passion pour ce métier. Et, voilà, petit à petit, il est monté. Et, aussi, voilà, par les compliments de ses chefs, voilà, il avait été repéré et tout, et par ses qualités. Comment est-ce qu'il était perçu au sein de l'armée par ses supérieurs, par ses frères d'armes? Quelqu'un de très droit, très dévoué, un camarade hors pair, un subordonné hors pair. Vous avez appris, après son décès, que la religion avait une grande place dans sa vie, vous l'ignoriez? Ah, complètement. Ça, c'était des petits jardins secrets d'Alexandre, comme sa vie militaire, que j'ai découvert après le décès. Je ne savais pas... Voilà, moi j'étais pris dans mon métier, lui était pris dans le sien. Quand on se revoyait, on ne parlait pas de nos métiers, voilà, on profitait des moments ensemble. Parce que s'il m'avait raconté tout ce qu'il faisait, je l'aurais sans doute réfréné à continuer. Mais voilà, c'était sa passion. Et quand j'ai découvert son parcours, juste pour arriver jusqu'au commando de montagne, quoi, tireur d'élite et tout, j'ai dit chapeau bas, quoi. Chapeau bas. Et tout ça avec une grande humilité. Il était assez proche d'un père, il allait à l'église régulièrement. Oui, ça je l'ai découvert parce que jamais il m'en a parlé, jamais. Voilà, on pouvait, même moi, j'avais mis ma religion en stand-by et tout ça, et moi, m'arrivait à faire des blagues potaches ou des trucs comme ça. Jamais il ne m'a repris, Alexandre, jamais il m'a dit papa, jamais. C'était son jardin secret. Comment l'armée et les militaires vous ont accompagné dans cette épreuve? Est-ce que l'image des militaires a changé après ça? Oui, beaucoup. Moi, j'ai fait mon service militaire en 1978, appelé obligatoire. Voilà, à part cette franche camaraderie que j'ai trouvée à l'armée, voilà, c'était plutôt barbant pour moi. J'aimais pas les armes, et c'était pas du tout la même armée. Maintenant, c'est une armée de métier où on y rentre parce qu'on choisit.
Bon, on était forcés, il fallait qu'on fasse 18 mois. En plus, j'étais faire 12 mois en Allemagne, donc vous voyez, c'était... C'est pas du tout la même ambiance, l'armée d'avant et d'aujourd'hui. Non. Et quand voilà, après le décès d'Alexandre, quand j'ai découvert cette nouvelle armée, entre guillemets, je me suis dit, waouh. J'ai dit, oui. Quelle a été l'attitude de ces militaires qui débarquent chez vous ce matin-là pour vous annoncer la nouvelle? Comment ils ont été avec vous? Plein d'empathie, mais toujours avec cette réserve un peu militaire, mais pas froide du tout, mais je veux dire, voilà, j'avais un soutien, vraiment un soutien, c'était un soutien, oui. Et le colonel Nicolas de Chilly, du 4e régiment de chasseurs, vous en parlez en termes très élogieux. Oui, un grand homme autant que militaire que sur son côté humain. Voilà, il a été très très affecté aussi, je veux dire. Alors, pour l'organisation des obsèques de votre fils, les choses se font d'une manière très particulière. Dites-vous, voilà ce qu'on vous explique. Votre fils ne vous appartient pas, il appartient à l'armée. Comment est-ce que vous vivez cela? Je ne connaissais pas du tout le monde militaire. Déjà, quand on nous a annoncé cet accident, tout ça, je ne me suis pas imaginé... voilà, je pensais que j'allais revoir mon fils, comme c'était un accident de la route, qu'on allait me le rendre, que j'allais... Et voilà, j'ai découvert tout ce protocole. Voilà, on n'a pas pu accueillir nos enfants. Je pensais revoir Alexandre. Dans ma tête, ça ne m'a même pas touché. Un accident d'hélicoptère, voilà, ils vont être très abîmés. Non, je pensais que j'allais pouvoir revoir mon fils comme tout parent, quoi. Et du moment du jour du crash jusqu'aux obsèques, il s'est passé plus de 10 jours. Et c'est une attente immense. Et voilà, et on vous dit, ben voilà, on vous amène à l'hôpital de Percy, on vous dit, devant la chambre, où est marqué adjudant Alexandre Protin, on vous dit, vous avez 1 heure pour vous recueillir. Et vous ouvrez la porte et vous avez le cercueil de votre enfant devant vous, et avec une plaque adjudant Alexandre Protin, et c'est tout. 2 jours avant, j'avais eu Alexandre au téléphone, et, tout ça, on parlait plein de choses. Voilà, et je veux dire... je ne peux pas réaliser, je peux pas, sur le coup, je ne peux pas réaliser, je ne peux pas accepter parce que je n'ai pas vu Alexandre décéder, je n'ai pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas voilà, on a tous eu des décès dans nos familles, on sait ce que c'est qu'un adieu à ses morts et tout ça. Voilà, non, moi, vous avez un cercueil, on me dit, c'est votre fils. Et vous passez après le ministre de la Défense, Florence Parly, le chef d'état-major des armées et le général de l'armée de terre... Eux peuvent s'incliner au Mali sur place, mais avant vous. Bien sûr. Et moi, je voyais tout ça sur les écrans télé. J'ai vu Madame la ministre des Armées, tous ces personnages se recueillir au Mali devant ces 13 cercueils. Mais je dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Je dis, j'arrivais pas à comprendre tout ce système militaire. Maintenant, je comprends. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? C'est pas votre place, c'est la nôtre. Alors que oui, c'était leur place, et bien sûr. Bien sûr. Alors, le 2 décembre 2019, l'État a organisé un hommage national pour votre fils, ainsi que pour les 12 autres militaires morts dans le crash de ces 2 hélicoptères. Vous avez rencontré à cette occasion le chef de l'État. Comment s'est passée la rencontre entre vous? Vous êtes dans un état, voilà, vous sortez des Invalides, c'était la cérémonie à votre fils, tout ce protocole que je ne connaissais pas. Comme je me dis, enfin, avec le recul, ça aurait été la reine d'Angleterre, c'était pareil, quoi. Monsieur Macron, enfin, j'avais un homme en face de moi, il était le chef des armées. Je me suis ressenti, plutôt lui, il avait un peu d'appréhension. Voilà, il avait devant lui le père d'un soldat tué parce qu'il avait dit OK pour cette mission. C'est lui qui envoyé par lui, voilà, il est le chef des armées. Donc je l'ai un peu senti sur la réserve, ça. Donc je me suis avancé vers lui et j'ai engagé la conversation tout de suite. Et voilà, j'avais en face de moi un homme, pas un homme politique. J'avais un homme. Voilà, qui comprenait la douleur d'un père et qui a répondu à mes souhaits, voilà, et connaissait Monsieur Macron, on peut être d'accord ou pas d'accord avec sa politique, mais voilà, il est plein d'empathie, il connaissait son dossier, il connaissait le parcours d'Alexandre, il connaissait le parcours de ses sœurs, il avait étudié son dossier, c'était pas des simples condoléances comme ça, et il nous accordait tout le temps qu'on voulait. Moi, je lui ai demandé une faveur, il m'a dit qu'il ferait tout son possible, qu'il me promettrait, je voulais me rendre au Mali. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour que j'y aille. Et effectivement, il a fait tout ce qu'il a pu. Mais bon, voilà, pour des questions de sécurité que je comprends maintenant,
c'est pas possible. Vous vouliez aller voir sur le terrain les hommes avec qui Alexandre travaillait. Oui, je voulais voilà, voir. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, en discutant avec les autres familles. Il y a beaucoup d'autres familles qui voudraient se rendre au Mali, voilà, sur l'endroit où nos enfants ont été tués, quoi. Est-ce que le président du Mali a eu un mot pour vous? Aucun. Aucun, et ça, je le regrette énormément. Vous regrettez... pardon, je vous coupe, mais même pas un mot dans un petit discours aux Invalides pour ces 13 soldats qui venaient de mourir pour son pays également, quoi. Je veux dire, c'était la moindre des choses. Vous regrettez que la France ne parle pas assez du dévouement de nos militaires français. Comment voudriez-vous qu'elle leur rende hommage? Autrement que le jour des obsèques. Là, on parle d'eux, on fait des... On voit souvent pourtant des reportages à la télévision sur leur action, mais vous voudriez plus qu'on mette l'accent sur le dévouement de ces hommes qui s'engagent, qui jusqu'au sacrifice ultime, dites-vous, pour leur pays. Bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, voilà, derrière, il y a des familles. Quand un soldat s'engage, il ne s'engage pas tout seul. Il y a des épouses, il y a des époux, il y a des compagnons, il y a des parents, il y a des frères, il y a des sœurs. Tout le monde est impacté, je veux dire. Et puis voilà, et ces jeunes, ils sont... Voilà. Je me suis toujours demandé, j'ai Alexandre avait 33 ans, des projets plein la tête. Je l'ai vu partir heureux et dire comment ce gamin peut dire, ben oui, mais ma vie passe avant, je donnerai ma vie pour la France. Et c'est ce qu'il a fait, quoi, je veux dire. Même moi, je ne le ferais, je serais incapable aujourd'hui de dire, je vais donner ma vie pour la France, quoi, je veux dire. Et puis... Est-ce qu'il est aujourd'hui question d'un retrait des troupes, des soldats français engagés dans cette opération Barkhane qui s'appelait auparavant Serval? Oui. Oui, je pense que c'est une bonne chose et qu'on déploie d'autres moyens. Des moyens où on engage moins de vies, où on risque moins de pertes humaines des deux côtés, hein, chez les soldats africains comme chez les soldats français, de meilleures techniques. Et puis je voudrais aussi surtout que les autres pays européens s'engagent un peu plus. Parce que le lourd tribut, c'est la France qui le paie. Voilà, et puis surtout qu'on n'arrive pas à cet enlisement comme les Américains en Afghanistan, comme voilà, je veux dire, et que voilà, ces présidents africains, c'est cette Afrique, quoi, s'unissent. Je veux dire, si l'Afrique s'unissait contre le terrorisme, créer une armée, on y arriverait, on y arriverait. C'est quoi les forces en présence sur le terrain? Combien du côté français, combien du côté des terroristes? Terroristes, on ne peut pas dire, parce que du jour au lendemain, ils peuvent n'importe qui... Vous évoquez, je crois, ce chiffre de 3000 personnes. Ouais. Oh, c'est plus que ça, des soldats en France, c'est de 5000, des soldats engagés. Du côté des terroristes? Ah oui, terroristes, on ne peut pas donner de chiffres. Du jour au lendemain, comme disait Alexandre, du jour au lendemain, un simple berger avec de l'argent peut devenir terroriste. Un enfant peut devenir terroriste, sous la menace, sous la peur ou avec l'appât du gain. Isabelle Averti, vous avez travaillé sur... ce sujet de la guerre au Mali, sur l'opposition entre l'armée française et les terroristes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ou... Non. Comme dit Dominique, hein, aujourd'hui tout le monde peut être terroriste. Hein. Donc, Le 24 septembre dernier, le caporal-chef Maxime Blasco est tombé lui aussi. Comment vous vous reconstruisez quand vous entendez cette nouvelle qui vous replonge dans le décès de votre fils? Déjà, je l'ai appris par les médias assez tard. Je venais déjà, j'essayais de me divertir un peu. Je vais regarder un James Bond avant et j'ai coupé parce que ça s'est terminé par un crash d'hélicoptère et voilà. Votre imagination repart tout de suite. Et après, tout vous ramène à ça? Toujours, tout le temps, tout le temps. Vous dites à un moment où vous partez en vacances après tout ça, à Bali et le décollage de l'avion, Là, voilà, j'ai coupé ce James Bond parce que ça s'est terminé dans un crash d'hélicoptère et voilà, ça me renvoyait aussitôt à l'accident, quoi. Donc après, voilà, il y a eu ce flash, cette bande, encore un nouveau soldat tué, tout ça. Donc j'ai écouté les informations et voilà, c'est pareil, vous reprenez une grande gifle aussi. Et tout de suite, je me suis dit, encore un qui vient de perdre. Et puis j'ai pensé à sa famille. J'ai dit, voilà, ils sont en train de vivre. Il avait été tué le matin, donc la famille avait été prévenue. Tout. Je dis, voilà, ils viennent de prendre les mêmes. Ils sont en train de vivre ce que nous, on a vécu il n'y a pas si longtemps.
On vient d'apprendre à des parents que leur fils a été tué, à un enfant que son papa a été tué, à une épouse que son mari a été tué. Et voilà, une vie s'en est allée, mais bien des autres ont basculé, quoi. La vie continue, Dominique Pretin, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Est-ce que vous remontez la pente? Difficilement, ça a été très douloureux, très difficile. J'ai hésité longtemps à faire ce livre, pour plein de raisons. Et finalement, je vois qu'à la sortie de ce livre, ça m'a dénoué beaucoup de choses. Et je me reconstruis tout doucement. La vie n'est plus jamais pareille. Le 30 septembre, c'était l'anniversaire d'Alexandre, il y a quelques jours, quoi. Donc, vous voyez... Vous dites qu'il y a un tas de choses que vous auriez aimé dire à Alexandre et que vous ne lui avez jamais dites. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Si j'avais connu tout ce parcours militaire, tout ça, je l'aurais gratifié, je l'aurais honoré, je lui aurais dit toute ma fierté, quoi, ma fierté d'un père, je veux dire. Là, c'était même l'élève qui avait dépassé le maître, quoi, je veux dire. Et puis toute cette humilité d'Alexandre, je veux dire, jamais Alexandre n'est venu me dire... Parce qu'il a eu plein de médailles que j'ai découvertes. Jamais il m'a dit, voilà, papa, t'as vu, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Il était cité pour des faits d'armes. Jamais. Quelle humilité, quoi, je veux dire. Que merci à dire, Alexandre. Parce que c'était un fils merveilleux. Et un soldat merveilleux, quoi, je veux dire. Un soir en Afrique, c'est donc le titre de l'ouvrage que vous signez tous les deux, Isabelle Avertier et Dominique Pretin. Cet ouvrage que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci à vous. Merci Alexandre.